Il est 13 heures, c'est l'heure de votre édition. Bonjour et bienvenue sur RTI 1. Plus de 4500 personnes sont attendues cette semaine à Yokohama au Japon dans le cadre de la TICAD 7, la 7e conférence internationale sur le développement de l'Afrique de Tokyo. C'est une conférence organisée à l'initiative du gouvernement japonais, de l'ONU et de la Banque mondiale. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly y conduit la délégation ivoirienne. Ce dimanche 25 août, c'est la journée nationale de la solidarité. Cette 12e édition sera célébrée exceptionnellement jeudi prochain autour du thème « La solidarité, valeur citoyenne pour une Côte d'Ivoire paisible ». Une cérémonie marquée par la distinction dans l'ordre du mérite de la solidarité de plusieurs personnes physiques ou morales. Au Soudan, l'ex-président Omar el-Béchir comparaissait hier pour la 2e fois devant la justice. Accusé de corruption, son avocat a réclamé sa libération sous caution pendant que plusieurs centaines de manifestants réclament que Béchir soit également jugé pour d'autres crimes dans son rôle dans le conflit au Darfour. Le Maracana est une discipline sportive dérivée du football qui se joue à 6 contre 6, sans gardien de but, sur un espace réduit de dimension 22 x 44 mètres. Selon les statistiques de 2014, la Côte d'Ivoire revendique plus de 4 500 000 pratiquants. Aujourd'hui, la discipline a conquis le monde. Ainsi, depuis 2015, la FIMAA, la Fédération internationale de Maracana, association a été créée à Lomé au Togo avec pour objectif notamment la promotion et l'amélioration de la pratique et la gestion du Maracana et l'organisation de compétitions continentales et internationales. Son siège est fixé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et son président est l'Ivoirien Bleu Loin Jean Charlemagne, par ailleurs commissaire de police. Bleu Charlemagne qui nous a rejoint en plateau dans le cadre du magazine du dimanche. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour cher frère. Bienvenue sur notre plateau. Merci. À tout à l'heure. Dans 30 minutes, on en discute largement. Merci infiniment. À tout à l'heure, Monsieur le Président. Merci. En attendant, allons-y au Japon, où se tiendra demain la TICAD 7, la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Un rendez-vous pour promouvoir le dialogue politique de haut niveau entre les dirigeants africains et les partenaires au développement. La délégation ivoirienne sur place est conduite par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Notre reporter Alexis Ouedraogo s'y trouve également. Elle nous livre ici les enjeux de cette 7e TICAD. La TICAD est une initiative du gouvernement japonais, lancée en 1993 à Tokyo, en vue d'apporter de manière proactive assistance technique et financière aux efforts de développement du continent. Pour la TICAD 7 à Yokohama, 3 thèmes clés sont abordés: la transformation économique et l'amélioration du climat des affaires par l'investissement privé et l'innovation. La promotion d'une société résiliente et durable pour la sécurité humaine, la paix et la stabilité. La rencontre entend surtout mettre en lumière l'importance pour le secteur privé d'accompagner efficacement les efforts en vue de contribuer à la transition de l'Afrique vers une structure industrielle. La Côte d'Ivoire prend part à ce rendez-vous de Yokohama avec en tête de délégation le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly. Il faut le dire, le Japon et la Côte d'Ivoire entretiennent une longue coopération. À travers la JICA, son agence de coopération et de développement, le Japon a contribué au financement du PND 2012-2015 et 2016-2020. Il cible l'accélération du développement économique urbain et des infrastructures, à l'exemple de l'échangeur du carrefour Solibra. À cela s'ajoutent l'industrie, l'agriculture, la pêche ainsi que le renforcement des capacités des secteurs de la justice et de la sécurité. En 2013, le Japon a également concédé à la Côte d'Ivoire, dans le cadre de l'initiative PPTE, une annulation de dette sèche de 212,5 millions de dollars américains, soit quelques 106,25 milliards de francs CFA. Notons que pour ce rendez-vous de Yokohama, plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains prendront part à la rencontre dont le thème est faire progresser le développement de l'Afrique à travers les peuples, la technologie et l'innovation.
Je vous le disais en titre, nous sommes dimanche 25 août 2019, la journée nationale de la solidarité. Une journée pour célébrer et inscrire dans la conscience collective la solidarité en tant que valeur sociale cardinale, gage d'une paix sociale durable, d'un développement durable. La solidarité, une valeur citoyenne pour une Côte d'Ivoire paisible. Et voilà le thème cette année. On écoute la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Maria Toukone nous livre le message du gouvernement au micro de Michel Digré. Pour une société nationale harmonieuse, nul ne doit être laissé pour compte. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement a mis en place un programme social PSGouv doté d'un budget de 727 milliards de francs CFA. Toutefois, le gouvernement entend aussi promouvoir la solidarité citoyenne, ce qui justifie le thème de cette année. En effet, à côté de la solidarité du gouvernement, traduite dans les programmes et actions des différents ministères techniques, vient en complément la solidarité citoyenne dont la promptitude dans les moments de sinistre et de catastrophe permet de sauver des vies et d'apporter l'assistance humanitaire nécessaire à la gestion des situations d'urgence. Ce thème est une interpellation à la fois individuelle et collective, qui traduit l'importance que constitue la solidarité, appréhendée comme valeur centrale de renforcement de la cohésion sociale et d'édification d'une société de paix durable dans notre pays. Les festivités officielles de la Journée nationale de la solidarité 2019 se tiendront ce jeudi au lycée classique d'Abidjan. Les propos de la ministre ont été recueillis par Michel Digré. À Diabo, dans le département de Botro, l'association des jeunes Blancs a rendu cette semaine un hommage à Kwame Konan Nsikan. Hommage pour célébrer les vertus du travail bien fait, de la persévérance et de l'honnêteté qui ont caractérisé l'homme. Albert Mabritois-Keus a parrainé l'événement, invitant les jeunes Blancs à aimer le travail, ainsi que Kwame Nsikan l'a aimé. Le reportage de nos confrères de RTI Boaké. Hommage au patriarche Kwame Konan Nsikan à travers le riche patrimoine culturel Blou. Un hommage pour également célébrer les vertus de l'homme et les inculquer à la jeunesse. Courage, amour du travail bien fait, persévérance et patience. Cérémonie à l'initiative de l'association des jeunes Blou de Diabo. Annoncer les bienfaits, le bon sens et la générosité de notre doyen, notre papa, notre grand-père pour nous, pour tout ce qu'il a fait pour la nation ivoirienne en général, mais en particulier pour le peuple Blo. Les différents intervenants sont revenus sur le riche parcours de l'homme. Aussi, ils ont invité les jeunes à marcher à sa suite. D'un simple vendeur de bonbons est arrivé à cette dimension multinationale. Cette jeunesse doit prendre son destin en main. Dieu lui a fait la grâce d'avoir créé des entreprises, de nourrir autant de bouches. Parce que nous sommes, je dirais, plus de 1000 employés. Le parrain de cette cérémonie, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Albert Mabritois-Keus, tout en félicitant l'initiative, a exhorté la jeunesse Blo à suivre l'exemple du premier transporteur en Côte d'Ivoire. Depuis Diabo, le ministre a invité les jeunes Ivoiriens au travail, sur le gage de leur épanouissement. Nous sommes venus pour rappeler aussi les fondamentaux de son comportement pour que cela puisse rejaillir à type d'exemple sur notre jeunesse aujourd'hui, c'est-à-dire le travail, d'abord le travail et surtout le travail. Et par le travail, on peut tout réussir. Il a été donc un exemple de réussite. Les membres de l'association des jeunes Blo ont été baptisés par le ministre Albert Mabritois-Keus. Plusieurs danses du terroir, dont le Goli, ont donné une note de gaieté à cette cérémonie d'hommage. Du côté de Bangouanou, la jeunesse du village d'Andé, elle, a décidé de s'impliquer dans le développement de sa localité. Tous les ans, pendant les vacances scolaires, ils se retrouvent au village. C'est le Koklo, le retour au village. Pour cette 5e édition, les pionniers de ce concept ont été distingués et des kits scolaires distribués aux élèves. On retrouve Soro Corona de RTI Boaké. Les pionniers du développement du village d'Andé, dans la région du Moronou, distingués. Par leur abnégation au travail, Andé a pu se construire une autorité en matière de développement de la région. Cette cérémonie-là va inciter nos enfants, nos petits frères à prendre
au sérieux ce qu'ils sont en train de faire. La cohésion sociale, c'est ce qui est primordial pour tout développement. Ces jeunes-là, et tous la main ensemble pour que ce village-là connaisse le véritable développement. Cette cérémonie de distinction est une idée du Forum des filles et fils d'Andé à travers le concept Kooklo, signifiant en Agni retour au village. Les membres de cette structure veulent s'inscrire dans la dynamique de développement lancée par leurs aînés. Il nous appartient de les appuyer, de leur dire merci pour le service qu'ils ont rendu à notre nation, la Côte d'Ivoire, mais également merci pour tout ce qu'ils ont accompli pour Andé, puisqu'Andé fait partie intégrante de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous voulons dire à la chefferie, à la mutuelle, aux filles d'Andé, de compter avec la structure des retraités, de prendre conseil auprès de cette structure parce qu'elle peut beaucoup nous apporter. Depuis 5 ans, ces retrouvailles ont permis à certains d'avoir l'amour du village et à s'investir dans le développement de leur terroir. Les jeunes sont des battants. Les jeunes veulent que l'Andé soit développé. Donc vraiment, nous menons un combat noble pour que notre village Andé soit vraiment développé. Le concept Kooklo, c'est aussi le renforcement de l'équipement médical et en mobilier du centre de santé du village, des kits scolaires distribués aux meilleurs écoliers et élèves, des activités sportives et des prestations de plusieurs artistes dont le groupe Zouglou, les Kamikazes, ont également meublé la 5e édition du Kooklo. Et le cycle continue. Encore un marché qui part en fumée. Hier à San Pedro, un incendie s'est déclaré dans la nuit au marché central, ravageant une dizaine de magasins. Selon des témoins, l'incendie serait parti d'une niche pour se propager dans les magasins environnants avant d'être maîtrisé par les secours. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, mais les dégâts matériels sont énormes. Les autorités de la ville se sont rendues sur les lieux ce matin pour apporter leur compassion aux victimes du sinistre pendant que les activités reprenaient sur place. Les journées chirurgicales d'Abidjan, c'est du 26 au 28 août prochain. C'est la première édition de cette action humanitaire initiée conjointement par l'OIPA, l'organisation ivoirienne pour la parole et l'audition, et l'ONG italienne NADUC. Une vingtaine de parents de patients seront pris en charge, notamment des enfants souffrant de malformations faciales comme le bec de lièvre. Des interventions entièrement gratuites. Ouattara Amado Walter. En Europe, les malformations maxillofaciales ou bec de lièvre représentent un cas sur 700 naissances. En Afrique, par faute de statistiques fiables, il est difficile d'avancer un chiffre lié à la réalité. Cependant, cette maladie causée par le tabagisme lors de la grossesse, la consanguinité, le manque de consultation prénatale n'est pas une fatalité. Les chirurgies permettent de corriger cette malformation du visage. Nous avons régulièrement des cas, donc nous les recensons. Et lorsqu'il y a possibilité de les opérer, soit par l'aide de CHU, soit par l'aide de personnes de bonne volonté, nous les appelons et nous les opérons. Le conseil, c'est de faire les consultations des femmes enceintes, parce que la toxoplasmose, par exemple, va entraîner donc ces malformations-là. Donc tous les vaccins, tous les conseils qu'on donne avant l'accouchement, c'est très important pour la femme enceinte. Pour donner gratuitement le sourire à une vingtaine de patients, dont des enfants souffrant du bec de lièvre, la première édition des journées chirurgicales d'Abidjan est consacrée à cette pathologie. Une initiative de l'Organisation pour la parole et l'audition OIPA avec l'appui de l'organisation humanitaire italienne NADUC. Nous espérons que après ces premières journées, eh bien, nous en aurons bien sûr d'autres, parce que nous savons que nous allons être bien sûr sollicités par d'autres familles. Et l'intérêt aussi, c'est que l'équipe opère très tôt. C'est une équipe qui opère dans les premières semaines de la vie, ce qui fait que les familles, c'est plus facile d'accepter ces enfants-là. Les bénéficiaires des interventions chirurgicales de cette première édition qui aura lieu du 26 au 28 août prochain sont des malades déjà enregistrés auprès des services du centre hospitalier et universitaire de Treichville qui n'avaient pas de moyens pour se faire opérer dans des cliniques. En lieu et place d'interventions chirurgicales gratuites, les populations de Trianicro, elles, bénéficient d'une nouvelle ambulance. Une ambulance tout équipée vient d'être offerte au centre de santé de ce village du département de Dimbokro. On en sait plus avec Godefroy Kambawa.
Une liesse populaire, peu ordinaire à Trianicro, les populations de ce village situé dans le département de Dimbokro dans la région du Nizi sont en fête. Elles reçoivent une ambulance neuve tout équipée, dont d'un fils de la région. Cette ambulance vient soulager les populations qui se rendaient à pied, à vélo ou à moto au centre de santé de Dimbokro en cas d'urgence. Cette ambulance va pouvoir sauver des vies. Cette ambulance va pouvoir aider les jeunes, les vieux, les enfants, les femmes enceintes, tout le monde. Je remercie Jésus-Christ de Nazareth de m'avoir donné cette force pour offrir une ambulance à ma communauté. Au nom de la mutuelle de développement de Trianicro, Kwasi Kwasi, président de la structure, a lancé un appel à ses parents à faire bon usage de cette ambulance. Désormais, nos infirmiers pourront travailler efficacement, conscience tranquille, et quand ils doivent avoir des soucis d'évacuation, ils n'auront plus de problème parce qu'il y a une ambulance. La cérémonie s'est achevée par la remise de kits scolaires aux meilleurs élèves et enseignants de l'école primaire publique de Trianicro en vue de leur permettre de mieux entamer la rentrée scolaire prévue en septembre prochain. Entre santé et environnement, il n'y a qu'un pas. Une soixantaine d'experts de l'environnement étaient récemment en randonnée pédestre à la réserve naturelle intégrale du Mont Nemba. Une réserve créée depuis 75 ans, située à la frontière Côte d'Ivoire, Libéria, Guinée. Elle renferme des espèces endémiques et est classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Suivons la correspondance d'Ève Boué depuis l'ouest de la Côte d'Ivoire. Environ 60 experts, dont des gestionnaires de sites et des partenaires techniques et financiers issus de 20 pays africains, prennent part à cette randonnée pédestre dans la réserve naturelle intégrale du Mont Nemba. Des échanges avec les communautés riveraines de Yéalé pour planter le décor. Le top départ est donné. Après 2 km de marche, nous sommes à l'entrée de la réserve. Le groupe s'engouffre alors dans cet écosystème. 2 autres kilomètres à parcourir. Direction une des nombreuses cascades du site qui en compte plus d'une 50aine. Chemin faisant, les randonneurs découvrent une forêt primaire. Arrivés au point de chute, ils livrent leurs sentiments. Je dois dire, très impressionnée par la beauté du Mont Nemba. C'est la première fois que je viens ici. Il n'y a aucune présence humaine qui est constatée dans cette réserve, encore moins une quelconque action de défrichement. On a vu les échanges avec les communautés, on a vu un peu leur esprit d'ouverture, mais surtout aussi d'engagement. Ça a été magnifique d'observer que ces populations sont vraiment impliquées à la préservation de leur patrimoine. Des points positifs pour l'avenir de ce parc inscrit sur la liste des patrimoines mondiaux en péril en raison d'infiltration dans sa partie guinéenne. Le bureau de l'UNESCO à Abidjan est déjà très mobilisé pour pouvoir trouver une façon de le sortir de la liste en péril. Ce que nous savons, c'est qu'en fait, cela va se baser surtout sur la très bonne coopération avec les autorités guinéennes, avec lesquelles j'ai vu qu'un partenariat avait déjà été établi. La réserve naturelle intégrale du Mont Nemba est située à la frontière de la Côte d'Ivoire, du Libéria et de la Guinée. Elle est classée depuis 1981 réserve de biosphère et site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Notons que cette randonnée a pris fin par une visite à la porcherie de Yéalé, dont de l'OIPR et de ses partenaires. Et le Kato était en fête hier. Dans ce village de Bingerville, on a célébré le Fatué qui met fin au processus d'apprentissage de la génération Tchagba. Vous allez le voir, c'était une véritable leçon de discipline, d'unité et de solidarité. Notre reporter Sephora Zegui y a assisté. Son reportage, comme si vous y étiez. Et le Kato, à 15 km de la commune de Bingerville. Il est 10 heures, quand les populations dans toutes leurs composantes convergent vers la place du village. La raison, la célébration du Fatué, une fête qui a lieu tous les 20 ou 25 ans en pays Atchan. Ce jour marque la fin du parcours initiatique de la génération Tchagba. Ça signifie qu'ils sont mûrs, ils sont matures à gérer le village dans les jours à venir. Nous sommes associés à la gestion du village et c'est par là qu'on les a testés. On va céder le pouvoir dans 1 an ou 2 ans. Occasion donc pour les membres de cette génération de convier famille, amis et connaissances à célébrer avec faste cette fête du Fatué. Nous sommes venus, on a fait des découvertes. Il y a des cultures que nous ne connaissons pas parce que nous ne sommes pas hybrides. Mais le fait de participer à la fête, ça nous a permis
de connaître ces cultures. Ça nous a permis de découvrir certaines choses que demain, nous aussi, ça peut nous apporter quelque chose dans notre connaissance. Moi, j'ai découvert quand on habille les guerriers, parce qu'ils sont habillés, les femmes sont habillées, la manière d'attacher le pain, tout ça, c'est une découverte pour moi. J'ai vu que la passation de pouvoir est générationnelle ici et ça passe pas forcément par l'âge, mais ça passe par la généalogie. Donc j'ai aimé, parce qu'un enfant peut être un ami d'un doyen de 60 ans. Les Tchagba ont pour leitmotiv le développement de leur village et le Kato. Tout au long du parcours initiatique, la génération Tchagba, consciente de sa mission future de poursuivre le développement du village, s'est organisée par une approche méthodique, moderne, en mettant en place des organes. Tout ça en provision de tous les défis qui nous attendent. Marraine de la cérémonie, Namizata Sangaré encourage ses filleuls à demeurer des modèles pour les autres générations. Nous sommes admiratifs de ce que vous faites en matière de préservation de votre culture à travers la notion de génération. À Ilokato, la tradition est bien encore vivace. Les Tchagba en donnent l'exemple aujourd'hui. En outre, de ce qui m'a été donné d'entendre le devoir, j'ai la certitude que la relève sera assurée par vos cadets. La cérémonie du Fatoué est une école de vie traditionnelle qui est l'aboutissement d'un processus de formation et de discipline. Pendant le Fatoué, 4 catégories, à savoir les Dioux, les Doba, les Agban et les Asoukrou, se succèdent en mettant en avant leurs guerriers. Plus de cérémonies d'initiation donc pour les Tchagba. Ils deviennent ainsi les formateurs de la génération Blessoué. Il y a quelques jours, l'on a voté au Burida. Il s'agissait d'élire les membres des 7 collèges pour la nouvelle Assemblée générale du Bureau ivoirien des droits d'auteur. Les résultats sont désormais connus. Sur près de 8000 électeurs attendus, seulement 748 suffrages observés. Un scrutin transparent selon les organisateurs. On retrouve Ouattara Amadou Walter. Forces de l'ordre et agents du comité chargé de la supervision des élections du Burida sont visiblement soulagés. Après les moments chauds, c'est le calme plat à l'auditorium de la Kestab au Plateau, lieu qui a abrité 3 jours durant les élections des 210 membres des 7 collèges qui vont constituer la nouvelle Assemblée générale du Bureau ivoirien du droit d'auteur Burida. Les élections se sont très bien déroulées dans l'ensemble. Les artistes se sont déplacés, ils ont voté correctement. Il y a eu plus de 700 votants. Il y a eu 7 collèges, tous les postes ont été pourvus. Sur 7846 électeurs attendus, 748 suffrages ont été exprimés, dont 21 bulletins nuls pour tous les collèges confondus. 341 candidats étaient en liste pour les 210 sièges. Les dernières élections du genre avaient eu lieu en 2015 et avaient enregistré 526 votants pour 233 candidats. Malgré les appels au boycott de ces élections par un groupe d'artistes, les chiffres de 2019 sont en progression. Le collège des artistes interprètes, 155 votants. Le collège des producteurs de phonogrammes, 28 votants. Le collège des producteurs de vidéogrammes, 21 votants. Le collège des auteurs et éditeurs d'œuvres graphiques et plastiques, 40 votants. Le collège des auteurs d'œuvres audiovisuelles et assimilées, 28 votants. Le collège des auteurs et éditeurs d'œuvres musicales, 449 votants. Enfin, le dernier collège des auteurs et éditeurs d'œuvres littéraires, dramatiques, chorégraphiques et assimilées. Il y a eu 27 votants. Il faut déjà être membre de l'Assemblée générale pour pouvoir désigner l'administrateur. Donc je pense que c'est ce qui justifie ce grand nombre de votants. Dans un mois, se tiendra l'Assemblée générale avec les 210 élus des 7 collèges. Ceux-ci vont élire 10 représentants au conseil d'administration qui se réuniront à leur tour afin d'élire le président du conseil d'administration au cours de leur première session.
Daichi n'est pas mort, il est dans notre mémoire. Voilà ce que scandaient les milliers de personnes qui sont sorties hier pour marcher en la mémoire de DJ Arafat. Prévue à l'origine pour être silencieuse, c'est plutôt une marche musicale qui a eu lieu. Les fans reprenaient en chœur toutes les chansons du Berusama et Davis Oyo étaient sur place. Il faisait partie de la procession. Ils ont peur, champi, ça trame. Son style musical tonique, sa rythmique percutante, ses coups de gueule ont fait de lui le plus populaire des faiseurs de coupé décalé en Côte d'Ivoire. Il s'appelle Champi Kilo. Hey papa, c'est Yoro, c'est quoi ça? Avec la complicité de son arrangeur attitré Champi Kilo, DJ Arafat aura marqué de son empreinte ce mouvement qu'il a contribué à propulser au niveau international. Que vous le voulez, que vous ne le voulez pas, je reste le Yoruba, désormais la poche. Depuis le 12 août, date de son décès, les hommages se multiplient. Ce samedi 24 août 2019, des milliers de fans entament une procession dans les rues d'Angré à Cocody jusqu'au lieu du drame à la 7e tranche. Avec mes soeurs, on est toujours partis à ces concerts. De 2009 jusqu'à 2019, on a toujours soutenu. Et aujourd'hui, malgré le travail, on s'est dit quoi, quel que soit ce qui allait arriver, on devait venir pour soutenir notre frère, notre père, le père de la Chine, parce que c'est quelqu'un qui nous galvanisait. Enfants, jeunes, adultes, personnes âgées témoignent leur attachement à celui qui se faisait appeler le président de la Chine. Je suis une mère chinoise. Arafat est mon artiste préféré, c'est mon idole. Alors je suis là pour lui rendre un grand hommage. Il faut écouter le message qu'Arafat véhicule. C'est vrai que c'est un jeune, mais les paroles qu'il dit, c'est très profond. Quand tu écoutes Arafat, tu te sens concerné. Je suis une chinoise à 1000%. Environ 2 semaines après le drame, l'émotion reste vive. De son vivant, DJ Arafat, figure de proue du coupé décalé, aimait communiquer la joie. Une joie qui anime encore ses fans déterminés à immortaliser le Daishikan. Mansi Yorobo, l'influamento repose en paix, nos prières t'accompagnent. À Lourdes, en France, on a également prié lors du récent pèlerinage international. Les Ivoiriens du groupe Jean-Paul Nebou ont visité des endroits mythiques, des sites sacrés qui ont marqué la vie de Sainte Bernadette Soubirous. Et rien n'a échappé à la caméra de Grace Kando, notre envoyé spécial en France. Vous pourrez suivre son reportage ce soir dans le 20h avec Marie-Laure Ngoran. Au Soudan, l'ex-président Omar el-Béchir comparaissait hier pour la 2e fois devant la justice. Celui qui a été déposé par l'armée en avril dernier fait face à plusieurs accusations de corruption. Son avocat a réclamé sa libération sous caution à l'extérieur du tribunal. Plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés, certains réclamant que Béchir soit également jugé pour d'autres crimes dans son rôle dans le conflit au Darfour, mais a été également présent un petit groupe venu soutenir celui qu'il considère toujours comme le président légitime du pays. Place maintenant au magazine du dimanche. Nous allons parler sport, nous allons parler Maracana. Notre invité est là avec nous en plateau. Merci encore à Bleu Charlemagne d'avoir répondu à notre invitation. On va suivre ensemble ce reportage de Walter Amado Ouattara, puis on revient pour l'entretien. Le Maracana est une discipline sportive dérivée du football qui se joue par les hommes ou par les femmes à 6 contre 6 sans gardien de but. Cela sur un espace de 22 x 44 mètres. Selon des chiffres de 2014, en Côte d'Ivoire, le Maracana est pratiqué par plus de 4 500 000 personnes et attire au moins 8 millions de spectateurs. Né dans les années 70 sur les campus universitaires de Cocody, dans le district autonome d'Abidjan, cette discipline, comme les autres du domaine du sport, contribue fortement à la cohésion sociale et au rapprochement entre les populations. L'artisan a l'opportunité de côtoyer le ministre, le chauffeur de taxi échange avec le magistrat, le directeur est à l'écoute du plus petit ouvrier. Il n'y a pas de discrimination au Maracana. Religion, ethnie, origine, on ne regarde pas tout ça. On regarde l'effort fourni, l'effort, la fraternité, le fair play. Toujours en Côte d'Ivoire,
on dénombre 16 200 athlètes issus de 3 catégories, à savoir seniors, juniors et vétérans, tous identifiés dans 178 clubs et 28 ligues régionales. Cette organisation formelle ivoirienne a petit à petit conquis l'Afrique, puis l'Europe et l'Amérique. Pour y arriver, du travail a été fait. D'abord, la FIMADA, Fédération ivoirienne de Maracana et discipline associée, a été agréée par l'État de Côte d'Ivoire le 6 janvier 2010 et la Fédération internationale de Maracana Association, FIMA, a été créée au Togo le 5 août 2015 avec la participation de 18 pays. Après la tenue avec succès de plusieurs éditions de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana, les efforts consentis sont reconnus. Un accord de siège est signé le 7 juin 2019 entre la Fédération internationale de Maracana Association, présidée par Jean-Bleu Charlemagne Louan, et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, représenté par le ministère des Affaires étrangères. Pour le ministre des Sports, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne sous le leadership du président de la République, Alassane Ouattara. Avoir un accord de siège accorde un statut quasi diplomatique. Je voulais saisir cette opportunité pour saluer notre compatriote, Bleu Charlemagne, qui par son engagement, sa détermination a permis de nous convaincre que la FIMA devrait avoir son siège en Côte d'Ivoire, que la FIMA pouvait être une rampe de lancement pour la promotion du sport et surtout entre le sport et la santé. Sport et cohésion. Alors, nous nous souhaitons bonne chance. À présent, de nouveaux challenges attendent le président de la Fédération internationale de Maracana Association. Merci à vous, Ouattara Amado Walter. Je suis donc avec le président de la FIMA, M. Bleu Charlemagne. Dites-nous, le Maracana, qu'est-ce que c'est en 2-3 phrases? Merci. Je sais que vous le dites pour la gouverne des nombreux téléspectateurs qui nous suivent. Le Maracana, ça a été défini sommairement tout à l'heure dans l'élément. C'est donc un dérivé donc puissant du football qui se décline sur le terrain par une opposition de 6 joueurs contre 6 sur un terrain de dimension similaire à celle donc du handball, mais sans gardien de but. D'accord. Voilà. Et c'est quoi la nuance avec ce qu'on appelait à l'époque communément le petit poteau? Ben, la nuance, elle est fondamentale, mais j'allais dire, c'est d'ailleurs au niveau national, nous appelons cela discipline associée. C'est la Fédération ivoirienne de Maracana, donc zone, comme le disent certains, et les disciplines associées, c'est les petits poteaux. Donc la différence ici, c'est donc le cadre de jeu, la dimension des poteaux. Voilà, nous avons des poteaux aux dimensions similaires au Maracana, donc à celles du handball, et puis aux petits poteaux, les dimensions sont caractérisées beaucoup plus petits, et c'est pour ça qu'on appelle petits poteaux. Sinon, en réalité, j'apprends là qu'il y a une fédération qui se crée au niveau du petit poteau, mais ce sont les disciplines associées. D'accord, et voilà. Un joueur de petit poteau, un joueur de Maracana, ça peut... Exactement, exactement. D'accord, et c'est quoi l'histoire de ce sport? Dites-nous un peu, l'historique, ça vient d'où? Ben, ça vient de la Côte d'Ivoire. Maracana, c'est un nom d'emprunt. Dans les années 70, il a plu donc au premier bâtisseur de notre pays, le président Félix Houphouët-Boigny, d'envoyer certains de nos aînés donc, à des destinations studieuses. Et donc, vous aviez 45 jours de vacances studieuses, là où vous voudrez, quand vous êtes les meilleurs de votre filière. C'est comme ça que les dévanciers ont été au Brésil, notamment à Rio de Janeiro, où étant, ils ont découvert dans les favelas du grand mythique, donc du mythique stade Maracana, dans les favelas d'à côté, à Rio, ils ont donc vu, ils ont découvert la même discipline que nous avions ici sur le campus à Trèche-Villaman, à Daoukro, à Korogo. Et quand ils sont revenus, ils ont baptisé. Mais vous avez dit que ça vient de Côte d'Ivoire, oui, alors bien que sûr. les Ivoiriens ont vu ça ailleurs. Oui, justement. Donc, ils ne se sont pas surpris. Ils ne se sont pas surpris de découvrir cela, puisque pendant que nous jouons ici, eux aussi, ils avaient la même pratique. Donc, comment dire d'où ça vient? Non, pour nous, c'est ivoirien, mais le nom est un nom d'emprunt. D'accord. C'est un nom d'emprunt. Et donc, quand ils sont revenus,
ils se sont mis sur les terrains, le petit terrain donc de handball, face au bâtiment K, qui est encore là sur le campus. Et ils ont dit, venez au Maracana, on est sur ce stade, c'est le stade Maracana, en mémoire de leur passage au Brésil. Rio. Et donc, quand ils sont sortis de l'université, qui sont devenus les cadres du pays, ça a immergé toutes les régions de Côte d'Ivoire, là où ils ont été affectés comme fonctionnaires. Et c'est parti comme ça. Tous les soirs, les gars, on est au Maracana. C'est resté ce nom. Et l'une des caractéristiques de cette discipline reste le spectacle. Oui, absolument. Au Maracana, on ne se touche pas. D'abord, c'est aujourd'hui transversal, sa pratique est transversale à 4 catégories. Les plus jeunes de 10 à 17 ans, les moins jeunes donc de 18 ans à 34 ans et les seniors donc de 35 ans à plus l'infini, les super seniors de 45 ans à plus l'infini. Et à la réunion donc du comité exécutif international hier, nous venons donc de mettre en place une autre catégorie, la catégorie des élites, donc qui va... Là, vous me dévancez, c'était pas hier, c'était vendredi. Le comité exécutif, c'était vendredi. Nous allons y revenir et vous allez nous dire déjà l'impact. C'est quoi? Encore, j'allais vous demander les tranches d'âge. Vous nous parlez tout de suite de seniors, de vétérans aussi. Vous avez oublié d'en parler. Quel est l'impact sociologique de cette discipline? Mais pour revenir donc aux différentes catégories, je disais jeunes, open, seniors, vétéran qui est maintenant super senior. Ah, ok. Vétéran, c'est passé maintenant super senior. Super senior depuis 2 ans. Et donc, il y a la catégorie de prestige qu'on vient de créer avant-hier, donc vendredi. Oui. Cette catégorie va partir de 60 ans à plus l'infini. Parce que, oui, vous savez que c'est une discipline d'abord pour la santé. Quand vous avez eu une passion mal refoulée du football, parce que justement, vos études ne vous ont pas permis de dérouler votre talent sur une aire de jeu faisant de vous un professionnel, quand vous sortez des méandres estudiantines, vous vous adonnez à nouveau à cela, mais vraiment pour une question de santé. Et aujourd'hui, plus que pour rechercher la santé, c'est devenu une discipline sportive. L'impact sociologique? Mais vous avez tout à l'heure suivi avec moi le reportage, la réconciliation, mais le vivre ensemble. C'est quoi le Maracana? Nous avons 3 grandes valeurs, la convivialité, la fraternité et l'amitié. On vient au Maracana, nos compétitions sont des prétextes de retrouvailles en réalité. C'est ici qu'on raffermit les liens d'amitié, qu'on se fait de nouveaux amis. Et donc, le Maracana nous ramène fondamentalement j'allais dire, aux anciennes valeurs de l'olympisme. Aujourd'hui, le sport est devenu, j'allais dire, typiquement et exponentiellement du business. Pour glaner des médailles, de l'argent. Rien que ça. Maintenant, les valeurs que prônait l'olympisme à l'époque, où à la Grecque antique, on disait la trêve olympique, qui intervenait entre 2 États en guerre, aujourd'hui c'est devenu autre chose. Et cette tendance, nous la ramenons pour dire attention, c'est vrai qu'il faut faire du business, mais quelque part, il faut aussi de l'humanisme. Combien de clubs en Côte d'Ivoire? Combien de clubs? Combien de ligues? 212 clubs contre 28 ligues, mais 28 ligues qui émaillent donc les 31 régions de la Côte d'Ivoire. Un bon joueur de Maracana est-il systématiquement un bon joueur de football? Oui, d'abord, un bon joueur de Maracana, c'est le bon joueur de football qui n'est pas systématiquement un bon joueur de Maracana. Parce que au Maracana, c'est très technique et l'espace étant réduit. Oui. J'en veux pour exemple notre frère Kassi Kwadjo, Jésus. C'est quelqu'un pour qui il faut de l'espace. Il m'a dit, président, j'ai été très bon au football, mais au Maracana, c'est difficile parce qu'ici, je n'ai pas d'espace. Et lui, il pousse, il botte. Au Maracana, tu ne peux pas. C'est feutré, c'est champagne. Vous donnez, vous vous placez, vous progressez comme ça. On ne se touche pas, on ne se tacle pas, c'est interdit. Vous avez un exemple de joueur de Maracana qui est devenu un grand joueur de football? Ben oui. Équipe nationale, un seul nom connu? Mais je prendrai le plus illustre, Didier Drogba. Mais je prendrai également un des illustres, Ablaye Traoré, aussi. Ben Badi, mais qui nous ont valu beaucoup de bonnes choses. Parce que le Maracana est au début, au milieu et à la fin. Il y a des équipes féminines de Maracana? Oui. Parmi toutes les ligues, toutes les... Tout à fait. Nous venons donc de terminer à Bergerville
il y a 30 minutes, la première édition de la Coupe nationale des dames. L'année dernière, c'était le championnat que nous avons initié et c'est Révélation Maracana Club de Cocody qui a donc raflé la mise devant Marcory qui hier avait disposé de Grand Laou et de Divo. Et la grande nouvelle, c'est que la Côte d'Ivoire abrite le siège de la Fédération internationale de Maracana Association. Pourquoi la Côte d'Ivoire? Mais parce qu'elle a candidaté le 5 août 2015. Pourquoi elle a été choisie? Mais elle a candidaté. Qu'est-ce qu'elle avait de plus? Mais justement, on allait en venir. Premièrement, nous sommes les pionniers. La première fédération au monde de cette discipline est née en Côte d'Ivoire. La FIMADA. La FIMADA. Dont vous êtes également le président. Le président, le 6 janvier 2010. Donc nos autorités, en vision patriotique, mais futuriste, ont compris que si votre jeunesse invente, de par son génie, une discipline, une activité, pour prendre donc le pas sur les autres, il faut en contrôler l'administration technique et tactique. Ils nous ont donc donné cette aubaine-là le 6 janvier 2010. Mais nous ne sommes pas arrêtés là, nous avons invité la sous-région. Donc nous avons commencé petitement par le Conseil de l'Entente. Les 5 pays se sont retrouvés en 2012 à Yamoussoukro en Coupe d'Afrique, donc la première édition. Puis autour, nous avons créé le Comité international de transition pour aller vers une confédération africaine et plus loin une mondiale. En 2015, d'acte limite donc de tout cela, il nous a été demandé à Lomé de passer plutôt, à l'instar du football, à une fédération internationale parce que les autres continents ne connaissaient pas le Maracana. Donc si vous faites seulement une association au niveau africain, quid donc de la promotion de cette discipline en Asie, en Europe et aux États-Unis, en Amérique. Donc on a préféré commencer plus haut, comme le football, où la FIFA en 1904 a été créée, alors même que l'Afrique ne connaissait pas le football officiel, que l'Europe n'en avait pas et que les autres continents n'en avaient pas. Et donc depuis, après les 18 pays issus des 3 continents, nous sommes aujourd'hui au niveau des 4 continents avec l'Asie qui est amenée par la Chine et 42 pays en 3 années ont donc fait leur adhésion et nous avons 26 pays en ce moment en observateur. Un siège, d'accord, mais quelles en sont les retombées véritablement pour la Côte d'Ivoire? Elles sont nombreuses, les retombées, dans plusieurs domaines. Dans le domaine purement sportif, voici le premier pays du continent africain qui va abriter de mémoire donc de sportifs le siège d'une discipline mondiale. Première chose, donc première retombée diplomatique. C'est à partir d'ici que tout va se décider. Et donc, ça fait honneur à l'Afrique tout entière. Deuxième retombée donc sociale. Retombée sociale, nous sommes ici. Et vous savez que quand nous nous déplaçons simplement dans une ville, comme hier à Bingerville, vous avez vu l'embouteillage qu'il y a eu à Bingerville. On n'est pas heureux d'avoir un embouteillage, mais l'événement a créé le buzz. Oui. Et vous avez vu, et donc il n'y avait aucune place dans un hôtel, même d'ampoule rouge. Vous comprenez ce que j'appelle ampoule rouge? Non, je ne comprends pas. On en parlera une autre fois. D'accord. Donc, un siège que nous abritons pour une année seulement, un an renouvelable. Oui, c'est cela. 1 an renouvelable par tacite reconduction. Combien de fois? Autant de fois, puisque le siège, il est là, il est à vie, sauf catastrophe naturelle. Il ira ailleurs, mais sinon, le siège, la Côte d'Ivoire, là, à vie, c'est la présidence qui est rotative. Justement, j'ai été élu pour 10 premières années de mise en place donc de tout ce qu'il faut. Et puis après, on s'accordera d'autres mandats si nos sociétés estiment qu'on doit continuer. Ça doit être une grosse responsabilité d'abriter un tel siège. Jusqu'où va notre engagement? La FIMA a son engagement, l'État de Côte d'Ivoire son engagement. Oui, absolument. Premièrement, l'engagement de la FIMA, c'est de faire en sorte qu'au plan sportif, sanitaire, sécuritaire, économique, social, la Côte d'Ivoire puisse bénéficier, pourquoi pas, des retombées de cette présence. Au niveau de la diplomatie tout court, partout où on parlera de Maracana, c'est d'abord un drapeau africain, donc ivoirien notamment, mais africain. Ça, c'est un gros avantage. Ensuite, oui, les engagements de la Côte d'Ivoire sont très simples. Il y a beaucoup de privilèges et immunités qui sont liés, bien entendu, à cet accord d'établissement que nous avons signé avec la République de Côte d'Ivoire. Mais au-delà, la Côte d'Ivoire offre le siège à la communauté maracanière mondiale. C'est ce dossier-là qui a fait la différence en 2015, justement, à Lomé. Et aujourd'hui, c'est devenu une réalité grâce à la volonté du chef de l'État et de l'ensemble des membres de son gouvernement. Je voudrais donc ici profiter
pour les saluer, les remercier et dire merci au ministre Marcel Amontano qui est venu achever l'œuvre du ministre Amicha, du ministre Albert Mabrit-Ouakeuse et avec son frère Dao Paulin, ils nous ont donné on a le siège de la FIMA, on est content, on a le président de la FIMA qui est ivoirien, le commissaire Bleu Charlemagne, mais est-ce qu'on a les infrastructures qui vont avec, les équipements? Pour le moment, non, je ne pourrais le dire, mais la fédération d'abord ivoirienne de Maracana, plus loin, la Fédération internationale de Maracana, a un projet sportif à 4 piliers. Ce projet sportif part donc de la formation, ensuite des infrastructures, des équipements, la compétition et plus loin donc une promotion tout azimut sur les 4 piliers. Donc naturellement, pour ce qui est des infrastructures, nous y sommes. Nous sommes aujourd'hui au niveau national à 5 terrains de Maracana dénommés Trocap qui ont été construits, mais j'avoue que pour plus de 5 millions de pratiquants, c'est peu et c'est là un challenge sur lequel je suis en train d'inviter nos frères ivoiriens, nos frères africains, nos autorités, de faire en sorte que l'opération que nous avons lancée en 2014, d'un Maracani un paquet de ciment, puisse porter à nous faire beaucoup de terrain partout. Merci, nous avons beaucoup à dire sur cette discipline, mais le temps qui nous a imparti va malheureusement arrivé à son terme. Merci, Monsieur Bleu Charlemagne, président de la FIMA, la Fédération internationale de Maracana Association, président de la FIMADA, la Fédération ivoirienne de Maracana et discipline associée. Et je rappelle que vous êtes venu nous parler du Maracana. Il ne pouvait pas en être autrement. Le Maracana qui gagne du terrain en Côte d'Ivoire, c'est un sport majeur, ce qui explique certainement que le pays a été choisi pour abriter le siège de la Fédération internationale. Et votre leadership certainement y est aussi pour quelque chose. Merci encore d'être venu sur le plateau du magazine du dimanche. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes en régie et à demain 13h sur la chaîne qui reste.